Bienvenue à C2G Talk, une série d'entretiens particuliers avec des professionnels influents et des leaders d'opinion qui visent à explorer les défis soulevés par les nouvelles techniques de modification du climat. Je suis Janus Pastor, le directeur exécutif de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, la C2G, et je suis aujourd'hui avec Alicia Bárcena Ibarra, qui est la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la CEPALC. Madame Barcelma a un long et brillant parcours professionnel dans le développement durable et elle a occupé plusieurs postes de direction au sein des Nations Unies, du gouvernement mexicain et de la société civile. Citons celui de chef de cabinet de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, de secrétaire exécutive et directrice de la division de l'environnement et des établissements humains de la CEPALC et de coordinatrice du programme de développement durable pour l'Amérique latine et les Caraïbes du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Elle a également été fondatrice du Conseil de la Terre et du Costa Rica. Donc bienvenue Alicia, et surtout de ma part, car nous avons eu l'occasion de travailler ensemble à plusieurs reprises, en particulier pour la préparation du sommet de la Terre en 92 à Rio de Janeiro, et également d'un certain nombre d'équipes des Nations Unies. Merci beaucoup, Janus. C'est un vrai plaisir pour moi également d'être avec la C2G et avec vous, car comme vous le disiez, nous travaillons ensemble depuis 30 ans. Donc, nous avons démarré cette formidable équipe sur le sommet de la Terre. Donc, vraiment, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci Alicia. Commençons, si vous voulez bien, par une vue d'ensemble. Le monde est confronté à de multiples crises interdépendantes, dont le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité et la pandémie, bien entendu, pour n'en citer que trois. Comment les gouvernements peuvent-ils commencer à s'attaquer à l'ensemble de ces crises avec l'urgence qu'elles demandent dans le cadre d'efforts plus larges pour parvenir à un développement durable? Et que fait votre commission régionale, la CEPAL, pour promouvoir la coopération régionale et aider les États membres à relever ces défis? Merci, je crois que c'était une question très importante. J'aimerais dire qu'en plus de ces crises interdépendantes et systématiques, car nous les avons déjà vues émerger, mais je pense que nous avons, au-delà de la pandémie, les changements climatiques, des migrations très importantes, des inégalités, une dette qui augmente, et je dirais qu'on a un affaiblissement du système multilatéral, et ce sont des choses qui me préoccupent profondément. Et je crois que nous faisons face également aujourd'hui dans le monde à une augmentation des asymétries, des équilibres. Et l'un des exemples, c'est l'approfondissement des asymétries dans l'accès aux vaccins, parce que cette inégalité de l'accès divise le monde, elle le fragmente. D'un côté, nous avons des îlots d'immunité et par ailleurs, nous avons des pays qui n'ont pas eu l'accès au moindre vaccin. Donc ça, c'est un exemple. Mais l'autre, ce sont les changements climatiques, en réalité, car nous avons des pays qui sont très, très affectés par les changements climatiques. Vous et moi qui avons travaillé pour le sommet de la Terre, nous savons que l'un des principes de Rio était les responsabilités communes mais différenciées. Mais ça a été un problème et le budget carbone dans le monde décroît rapidement et l'accès à ce budget carbone est très préoccupant car les pays en développement n'ont pas les technologies pour bien fonctionner sous ces conditions et nous devons faire deux choses. L'une, c'est l'atténuation des émissions de carbone, mais par ailleurs, et ce qui est très important, c'est l'adaptation. Alors, comment faisons-nous face à ces trois crises? Cela a provoqué, je dirais, un choc culturel et existentiel. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience du véritable besoin de changer en profondeur le modèle de développement qui est absolument insoutenable et inégal, mais qui, de surcroît, n'apporte pas la bonne stabilité. Et donc, c'est un très faible vecteur de croissance et de croissance durable. Donc, nous avons aussi ces cycles qui fonctionnent normalement.
Et deuxièmement, il y a des inégalités croissantes dans le monde, une concentration de richesses et de revenus, et je pense que c'est une chose à laquelle il faut s'attaquer. Et l'autre, bien entendu, c'est la crise environnementale. Donc, ces crises qui sont liées en termes d'économie politique ont réduit les capacités des gouvernements à promouvoir la paix et le développement. Et par exemple, aujourd'hui, il me semble que les pays développés sont davantage axés sur le caractère d'urgence, alors que les pays développés, qui apportent déjà beaucoup d'argent et d'investissement, au moins des programmes et des plans comme les États-Unis ou l'Europe, euh, s'achemine à nouveau vers un nouveau moment keynésien où il y a de grands investissements dans les infrastructures, mais également, je dirais qu'avec des investissements verts. Donc, pourquoi les pays en développement sont-ils en quelque sorte laissés à la traîne? Et que pouvons-nous faire? Pour traiter la deuxième partie de votre question à la CEPAL, nous voyons comment passer à une proposition vertueuse dans laquelle euh, bien sûr, nous devons passer à la croissance, mais à une croissance en faveur de l'égalité et de l'égalité comme moteur de la croissance. Mais aussi, donc, avec cette croissance, avec la durabilité et la durabilité environnementale comme moteur de la croissance. Et nous appelons ça le grand élan pour la durabilité. Et nous avons identifié très clairement 8 secteurs dans un cadre que nous appelons donc le grand élan pour la durabilité, le Big Push for Sustainability. C'est un concept qui a émergé au siècle passé, qui était appelé à l'époque le Big Push for Economy, le grand élan pour l'économie, mais nous l'appelons maintenant le grand élan pour la durabilité. Et Rosenstein a fait avancer ce concept et nous pensons qu'il y a 8 secteurs que nous avons identifiés. Le premier, la transformation de la matrice énergétique fondée sur les énergies renouvelables. De l'électromobilité. Pour renforcer l'électromobilité dans les villes d'Amérique latine et des Caraïbes, nous sommes une région où il y a une 80% d'urbanisation, avec beaucoup de très grandes villes, d'où l'importance de l'électromobilité. Ensuite, on a l'inclusion numérique, car nous pensons que la numérisation va également réduire l'extraction des ressources et la dématérialisation de l'économie. 4, la bioéconomie. 5, les solutions fondées sur la nature. 6, l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'il faut tout recycler. 7, bien sûr, le tourisme durable, qui est très important pour nous. Nous avons travaillé sur les conséquences de la pandémie sur le tourisme dans plusieurs pays de la région et sur la façon d'exploiter différemment le tourisme. Et 8, bien sûr, c'est l'économie du care, du soin, du bien-être, qui repose essentiellement sur les épaules des femmes, ce qui est une erreur d'après nous. Et nous devons donc évoluer vers une société du care qui prend soin de la planète, des personnes, des femmes et qui ne fait pas poser tout le fardeau sur elles. Et je pense que la pandémie nous a montré que nous devons vraiment évoluer vers une société du care. Donc nous apportons des preuves économiques dans ces 8 secteurs et nous demandons combien devons-nous investir, combien d'emplois peuvent-ils créer et combien d'émissions pouvons-nous réduire. Et donc, ce sont les 3 éléments que nous rassemblons dans un modèle que nous appelons le modèle à 3 structures ou à 3 volets. Le premier, c'est comment réduire les inégalités. 2, comment réduire notre dépendance extérieure, car cette région est très dépendante des importations. Nous n'avons pas notre propre technologie, donc nous devons vraiment aller dans cette direction. Et troisièmement, comment passer à une économie moins gourmande en carbone ou à une économie à réduction de carbone, ce qui, je pense, est le sujet principal de notre interview. Donc voilà, c'est ce que nous faisons, Janus. Et nous essayons de soutenir des gouvernements et la société en général en leur apportant des informations fondées sur les preuves pour qu'ils puissent prendre des décisions. Et je dirais que nous rassemblons également et nous articulons des investissements, et je pense que c'est le point principal. Comment les gouvernements peuvent-ils investir? Ça ne va pas être fait par des actions individuelles et il faut que nous mettions de l'argent dans cela. Donc nous essayons d'articuler les politiques industrielles, environnementales et bien entendu les partenariats publics-privés, car c'est ceci tous ensemble qui peut apporter ces grands changements.
Vous avez du pain sur la planche, Alicia, très bien. Il y a des choses que j'aimerais traiter. Vous avez parlé de vos préoccupations au sujet du multilatéralisme. J'aimerais y revenir, mais d'abord voyons cette question des asymétries ou des déséquilibres. Il me semble que votre région est soumise à de très grandes asymétries en termes de pauvreté et en termes de développement au sens large. Donc, comment faites-vous pour mettre en place un ensemble de programmes aussi complexes qui puissent atteindre tous les habitants de la région? D'abord, nous mettons les numéros et les données concrètes sur la table, car si on ne mesure pas, on ne se soucie pas. Donc, nous brisons le silence statistique sur ces questions fondamentales. Par exemple, nous mesurons la pauvreté dans cette région d'une année sur l'autre, et à l'heure actuelle, la région a 209 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté et 78 millions dans l'extrême pauvreté. Donc, nous nous efforçons vraiment de faire face à ces inégalités, mais ces inégalités augmentent à un taux de 2,6%. Elles ont augmenté de 2,6% par an au cours des 2 dernières années, ce qui est très préoccupant. Donc, deuxièmement, nous évaluons l'impact de ce que les gouvernements ont fait dans la région pour faire face à ces problèmes, et par exemple les mesures comme les revenus d'urgence. Donc, nous avons un observatoire que l'on appelle l'observatoire de la Covid-19, où nous mesurons ce que tous les pays investissent, donc pays par pays, et c'est une sorte d'indicateur de ce qu'ils font pour faire face à la Covid-19. Et ensuite, nous leur montrons l'impact de cette mesure. Je vous donne un exemple. Si nous n'avions rien fait sur le plan social, au lieu d'avoir 209 millions de personnes dans la pauvreté, ce qui est déjà terrible, nous en aurions 230 millions. Et au lieu d'en avoir 78 millions dans l'extrême pauvreté, nous en aurions 98 millions. Donc nous mesurons et ceci et nous montrons au gouvernement que les actions qu'ils ont entreprises ont un impact et c'est très important pour nous. J'ai oublié de mentionner, Janus, la bioéconomie et les solutions fondées sur la nature. Donc nous insistons beaucoup sur ce point. Pourquoi? Parce que cette région fait face à une très grande insécurité alimentaire. Et cela augmente d'une telle façon que nous avons maintenant 41 millions de plus de personnes dans l'insécurité alimentaire. Et nous croyons que les solutions fondées sur la nature, la bioéconomie et le fait d'avancer vers des modèles d'agriculture ou des modèles de pêche durables seraient très utiles dans ce sens dans cette région. Merci. Donc, voyons maintenant plus précisément la partie d'élimination du carbone et de la réduction. Nous savons qu'en plus de la réduction des émissions de CO2, le GIEC avait déjà dit en 2018 très clairement qu'il était nécessaire de procéder à l'élimination du CO2, le décès à grande échelle, afin d'éliminer le carbone supplémentaire de l'atmosphère, et ceci dans l'optique d'atteindre nos objectifs d'émissions net zéro et de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc, quelles conséquences les approches d'élimination du CO2 pourraient-elles avoir sur les objectifs socio-économiques et environnementaux de votre région? Et comment voyez-vous ces liens? Et comment peut-on atteindre ces objectifs? Et bien entendu, les objectifs de développement durable, les ODD. Ce sont d'excellentes questions et d'ailleurs je dois vous exprimer mon estime à vous et à la C2G. Nous avons fait une étude avec la Fondation Torquato Di Tella de Colombie et d'Argentine et nous avons ainsi identifié 7 mesures d'élimination du CO2. Mais bien entendu, vous les aviez identifiées, vous, à la C2G auparavant. Et nous, donc, nous essayons de voir ce qu'il en serait de la mise en œuvre ou de la progression de ces 7 mesures dans notre région. Et nous avons 2 exemples, donc la Colombie et l'Argentine, et je résume vite donc ces mesures. 1. Le boisement et la restauration des écosystèmes forestiers. 2. La BEX, c'est-à-dire la bioénergie avec captage et stockage du carbone. 3. La restauration des terres et l'amélioration du contenu en carbone des sols avec du biochar. 4. L'altération accélérée
avec le captage de carbone dans les sols. 5, l'augmentation de l'alcalinité des océans afin d'augmenter l'absorption du carbone. Sixièmement, le captage direct du carbone dans l'air avec stockage. Et enfin, la fertilisation des océans. Donc, a été notre approche en la matière? Eh bien, premièrement, c'est de voir quelles sont les connaissances, les programmes et les développements haut de gamme. Où est-ce que nous en sommes? Deuxièmement, quels sont les scénarios de décès pour certains pays? Est-ce que l'on a les technologies? Et troisièmement, c'est l'analyse des conséquences économiques, sociales et environnementales. Donc, nous avons fait cette analyse ensemble avec vous. Et pour toutes ces options de décès, il y a un précédent dans la région et c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Les mesures les plus présentes, c'est le reboisement, la restauration des écosystèmes forestiers et la production de bioénergie. Mais ce que nous n'avons pas du tout dans notre région, c'est le captage direct du carbone dans l'air et son stockage. Et il faut peut-être aller dans ce sens, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, la région est un petit peu en retard, peut-être dans le monde, en termes de la compréhension du besoin de restaurer la fonction des écosystèmes naturels dans notre région. Et ceci est important car bien que nous soyons une région qui offre une très grande diversité, eh bien, nos politiciens sont loin de comprendre que la chose la plus importante, c'est de capter ce carbone. Et je dirais que dans ce sens, la protection de la nature, le boisement et la restauration des écosystèmes forestiers peuvent être très importants, ainsi que la restauration des terres, et donc avec l'amélioration du contenu en carbone des sols avec le biochar. Et bien entendu, la BECS, la bioénergie du captage du carbone et son stockage, a déjà été faite en quelque sorte par les mécanismes traditionnels et par des peuples autochtones qui l'ont utilisé pour l'agriculture, ainsi que l'altération accélérée pour le captage du carbone dans les sols. Et donc, comme je le disais, ce sont des choses que nos paysans, nos peuples autochtones faisaient auparavant. Et ça, ce sont des connaissances que nous devons récupérer, que nous devons garder. Et bien entendu, donc, il y a l'amélioration de l'alcalinité des océans afin d'augmenter l'absorption du carbone, qui est très importante. Nous avons dans notre région un accès gigantesque aux océans et donc les océans peuvent être une très bonne option non simplement pour augmenter l'alcalinité mais également pour fertiliser les océans. Maintenant, quelles sont les conclusions? Eh bien, je crois que nous avons besoin de voir par exemple ce qu'il en est en lien avec les objectifs de développement durable. La plus grande conclusion, c'est qu'il faut diversifier l'économie de la région. Pourquoi? Parce que l'Amérique du Sud est très axée, et ça a été augmenté d'ailleurs par la pandémie, sur la reprimarisation, ce qui veut dire sur les industries d'extraction, parce que les prix de l'extraction minière sont meilleurs, parce que les prix de l'alimentation sont meilleurs. Donc en fait, nous apportons les mauvaises incitations dans le sens que nous poussons en quelque sorte vers les industries de l'extraction, et il faudrait au contraire faire autre chose. Donc il faut leur faire comprendre que ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Et bien sûr, existe le risque de compétition pour les terres, l'alimentation, la biomasse, l'énergie et l'utilisation de produits agrochimiques qui également représentent un risque très élevé. Voyez ce qui se passe au Brésil, par exemple en Amazonie, où la déforestation augmente à un rythme stupéfiant et où il y a également une utilisation des produits chimiques et agrochimiques en général. Donc, comment pouvons-nous mettre en œuvre des approches de décès à grande échelle? Eh bien, il faut vraiment le faire. Donc, nous avons évalué les effets de ces trois types d'élimination du CO2 que la région met déjà en place, c'est-à-dire le boisement, qui peut vraiment aider à réaliser la moitié, les ODD, au moins 10 des 17 ODD, et également l'impact sur l'ODD 8, sur le travail décent
et également les industries, les innovations. Donc nous essayons de faire le lien entre ces solutions de décès et avec les ODD, car c'est une autre façon de rassembler ce que ces solutions peuvent apporter, bien entendu à l'agenda 2030, mais également au développement de sa région. Car lorsque l'on parle d'environnement, vous le savez, les gouvernements ont tendance à dire qu'ils ne peuvent pas faire ça, qu'ils n'ont pas le temps de le faire car ils sont confrontés à d'autres urgences. Mais même dans cette région, les budgets d'environnement diminuent. Et donc, il faut mettre ceci en lien avec l'économie, avec le développement social. Et ensuite, la BECS, le processus donc d'extraction de la bioénergie, de la biomasse et le captage et le stockage du carbone en l'éliminant de l'atmosphère, pourrait vraiment avoir des conséquences très positives sur l'énergie propre, sur le travail décent, sur les industries et l'innovation. Donc nous pensons que c'est un très bon point. Donc améliorer le contenu des sols avec du biochar et avec du charbon est quelque chose qui a été donc déjà fait dans ces pays, comme je le disais. Et donc simplement ces trois mesures, le boisement, l'ABEX et le biochar, dans ces pays, en Colombie, en Argentine, ont été faites. Et je pense que il y a des résultats qu'on peut mettre en avant. Et vous savez que nous en avons parlé et que nous avons mesuré la façon dont ces trois mesures de décès peuvent apporter des choses positives à l'économie, au développement social et à l'environnement. Et donc, nous évaluons également les principales contraintes qui sont liées à la mise en place, à la mise en œuvre, les impacts positifs, principaux impacts positifs, qui peuvent être nombreux, mais également les impacts négatifs potentiels, car c'est une chose qu'il faut faire également. Et donc, on évalue ce que ces trois choses pourraient être dans notre région à titre d'exemple. J'aimerais vous demander d'approfondir parce que vous avez évoqué donc ces liens entre les approches d'élimination du carbone et les objectifs de développement durable, le développement économique, le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans l'environnement, etc. Pourriez-vous imaginer de renverser complètement la situation et de dire qu'en réalité, nous avons besoin d'une élimination du carbone axée sur le développement, c'est-à-dire que l'accent est mis sur le développement et qu'un effet secondaire important est l'élimination du carbone. Pensez-vous que cela se produise dans votre région? Ben, en réalité, non, pas véritablement encore maintenant, sauf dans quelques éléments. Et je crois que les personnes réalisent l'importance économique et sociale du boisement. Et c'est d'ailleurs le rôle que nous devons jouer, Janus. Et le rôle de la commission, de ma commission, est de montrer l'importance économique et sociale. Car comme je le disais, les ministres des Finances ou du développement de l'économie veulent en savoir plus et veulent savoir comment faire. Donc, je pense qu'il y a quelques exemples. Je vous en donne quelques-uns. Nous avons mesuré la quantité qu'il faut investir pour transposer la production d'électricité depuis quelque chose qui est basé sur le carbone vers des énergies renouvelables. Et nous avons calculé que pour l'horizon à 10 ans, c'est-à-dire pour 2030, nous avons calculé ce qu'il fallait investir. Et le chiffre c'est 1,5% du produit national brut chaque année, et cela créerait 7 millions d'emplois, ce qui est la moindre des choses que nous pouvons faire, et cela réduirait également de 30% les émissions de carbone. Donc, on montre cet exemple et c'est très important car les gouvernements disent ah bah oui, ils réalisent que ça l'est. Donc, nous mesurons par exemple, j'ai présenté hier les investissements directs à l'étranger qui viennent de la région et nous avons vu que ces investissements arrivent beaucoup plus dans la région et pour les énergies renouvelables. Donc ça, c'est une grande, grande motivation. Les énergies renouvelables, c'est quelque chose. Et la BEX peut produire de l'énergie propre, et c'est ce dont nous parlons. Et ça peut également créer des emplois,
Donc, dans l'exploitation des usines de BEX, ça crée des emplois. Donc nous essayons de voir quel type d'usines et quel type d'investissements peuvent être associés à la BEX, car bien entendu, il faut voir combien d'emplois nous allons pouvoir créer de cette façon. Et il faut voir les trois impacts. Et donc on a également le biochar, et bien entendu, c'est la même chose avec le reboisement. Combien faut-il investir? Quel profil, quel profit se profile? Mais ce n'est pas de reboiser avec une seule espèce, non, parce que ça, ce serait un problème qui pourrait conduire à d'autres problèmes. Mais nous offrons des solutions sur la quantité d'argent qu'il faut investir dans ces trois domaines, c'est-à-dire le boisement-reboisement, l'ABEX et le biochar. Et il faut également que nous voyions quel type de logistique il faut pour ces trois options, quel type d'investissement également, et le type de développement industriel qui se profile derrière tout ceci. Donc, nous parlons de politique industrielle qui est vraiment le nerf de la guerre. Et il faut changer la façon dont nous produisons. Donc, nous relions ces trois points avec les politiques industrielles dont nous avons besoin. Il faut voir quel est également le type de régulation, de cadre réglementaire dont nous avons besoin, d'investissement public. Et il faut voir qui sont les acteurs qui sont derrière cela pour pouvoir les rassembler autour de la table. Et bien sûr, il faut montrer le problème sonnaire de la guerre qui est la quantité d'emplois que nous devons créer. Ça, c'est absolument fondamental. Merci. Maintenant, j'aimerais aborder le thème de la stratosphère. Il y a de nouvelles idées qui visent à abaisser les températures mondiales en reflétant de la lumière solaire dans l'espace afin de réduire les risques d'un dépassement des objectifs de réchauffement. Nous parlons donc des techniques de modification du rayonnement solaire, la MRS, qui incluent des idées visant à éclaircir les nuages marins ou même à réfléchir des aérosols réfléchissants dans la stratosphère. Comment et sous quelle forme les décideurs pourraient-ils considérer les risques et les avantages, ainsi que les défis et les opportunités de gouvernance posés par ces approches par rapport aux impacts attendus des changements climatiques? Autrement dit, comment la région de l'Amérique latine et des Caraïbes pourrait-elle faire valoir des considérations de justice et d'équité dans ces discussions sur la modification du rayonnement solaire mondial? Le GIEC a dit très clairement qu'en plus de la réduction des émissions, l'élimination du CO2 sera nécessaire si nous voulons vraiment arriver aux émissions net zéro et ensuite passer aux émissions net négatives. Donc, la modification du rayonnement solaire pourrait faire l'objet de fortes controverses et d'où la nécessité de collaborer avec vous parce que nous devons nous assurer de bien comprendre, pour commencer, les effets de la distribution de ces techniques, les asymétries, j'y reviens. Donc la MRS pourrait être catastrophique pour certains pays, et tout comme l'emballement des changements climatiques. Donc, nous allons probablement avoir besoin de développer des programmes de compensation pour veiller à ce que à l'échelle globale, certains pays ne soient pas très affectés par cela. Et nous savons que ce problème est mondial. Donc, je pense que les pays développés doivent comprendre que s'ils vont s'engager dans la modification du rayonnement solaire, ce qui est à mon sens très important pour le climat planétaire, eh bien, il y a, il faut qu'il y ait des études sur les gagnants et les perdants à l'échelle mondiale afin de faire face à ces asymétries. Car à l'heure actuelle, nous sommes dans une très mauvaise situation en termes d'adaptation. Le financement de l'adaptation est très faible en comparaison avec celui de l'atténuation. Donc, cela crée une très grande frustration dans les pays, du moins dans ma région. Donc, je pense qu'il nous faut une approche à ceci et il faut que nous disions deux choses. Il faut voir comment on peut réduire les incertitudes qui entourent ces solutions. Donc, il faut connaître plus ce qu'il en est des solutions technologiques et il faut appliquer le principe de précaution
Et ensuite, il faut faire face aux questions de gouvernance essentielles, donc la gouvernance, mais également une interdiction des scénarios à risque. Euh, En un mot, il faut qu'il y ait une capacité à prendre des décisions éclairées. Mais où nous allons débattre de cela? Et ça, c'est une question fondamentale, car quand on fait simplement ceci dans le cadre du changement climatique, on sait que nous n'avons pas tous les acteurs concernés autour de la table. Et nous avons besoin d'une discussion mondiale, mais régionale aussi. Et c'est pour ça que je pense que la CEPAL peut jouer un rôle fondamental, et les commissions économiques en général, car nous, il n'est pas suffisant d'avoir une discussion par pays par pays. Je ne pense pas que ce soit très utile. Il nous faut une discussion régionale pour pouvoir euh, euh, faire part de la prise de conscience des décideurs autour de la table. Et là, je pense que c'est là où la C2G peut nous aider vraiment, car je ne pense pas qu'il y ait actuellement l'information qui soit disponible. Et je pense que les personnes doivent comprendre ce qu'est la MRS et donc ce qu'il en est de l'éclaircissement des nuages marins ou de l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Et il faut voir comment tout ceci va avoir une influence sur le climat. Pas le climat planétaire, mais le climat annuel. Je vous donne un exemple. Au Chili, actuellement, il y a une terrible sécheresse. Vous n'imaginez pas à quel point. Donc il y a des personnes là-bas qui disent, eh bien, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons finir par bombarder les nuages, hein? Et là, on ne parle pas d'éclaircir les nuages marins, mais carrément de les faire éclater, vous voyez, de les casser. Donc, il faut mettre tout ceci en perspective et il faut mettre ces sujets sur la table. Et nous pensons que la CEPALC pour être dans une bonne position pour mettre ces questions sur la table et pour que les gens en discutent avec d'autres types de personnes. C'est-à-dire pas simplement avec la communauté de l'environnement, hein, bien sûr qu'ils peuvent également venir, mais il faut également qu'on ait les ministres de l'énergie qui vont être interrogés sur ceci et aussi les ministres des Finances qui vont mettre l'argent et les ministres du développement et bien entendu, je dirais les ministres de l'économie car ce sont ceux qui travaillent avec les industries et avec les entreprises et avec le secteur privé. Mais donc, je pense que vraiment en cette matière, il faut que nous fassions notre devoir et que nous fassions ensemble pour comprendre quels sont les pour et les contre de la MRS. Et comme je le disais avant, il faut voir si cela ne va pas renforcer les asymétries ou si cela va le faire. Nous nous ferons un plaisir de continuer à travailler avec vous sur cette question et également avec d'autres partenaires qui seraient très adéquates dans votre région. J'ai une dernière question sur ceci. Nous avons beaucoup parlé de la pandémie, qui est une question qui nous préoccupe tous. Et donc, que pouvons-nous apprendre de la pandémie en lien avec ce sujet? C'est-à-dire, est-ce que le monde a besoin de recevoir une sorte de mission pour faire face à la modification du rayonnement solaire? Un grand projet de mission? Et à quoi ressemblerait-il? Vous avez parfaitement raison. Et je crois que ce serait une mission, comme le dit Mariana Mazzucato, elle parle de ces missions. Et donc, si nous n'avons pas une mission planétaire pour comprendre pourquoi nous devons véritablement réduire les risques d'un dépassement des températures, eh bien, en fin de compte, par exemple, la sécheresse que nous traversons ou les inondations en Chine sont le résultat des mauvaises choses que nous avons faites. Et il nous faut une solution de poids importante car nous n'allons pas résoudre ce problème progressivement. Et il faut que les personnes soient bien comprendre de ça, qu'il faut une vraie mission. Alors, c'est quoi cette mission? C'est d'abord des fonds publics. Vous voyez, si par exemple les États-Unis envisagent de mettre 3 000 milliards de dollars de budget dans l'économie et parlent de mettre par la suite 8 000 milliards de dollars et qu'en Europe nous mettons environ 750 milliards d'euros dans l'économie. Donc, est-ce que ces deux grands acteurs ne peuvent pas, avec la Chine, mettre sur pied une approche de mission à l'égard de la MRS? Donc, et ça, ce serait fondamental. Donc, nous avons d'abord besoin de fonds publics. La mission, par exemple, vers la Lune a été publique.
Bien sûr, maintenant on voit le secteur privé qui propose de faire du tourisme lunaire. Ok, mais ça c'est une autre histoire. Donc, nous avons besoin d'une mission qui implique des investissements publics et des acteurs du secteur privé. Et je pense que le Forum économique mondial pourrait jouer un rôle très important, car il faut que les entreprises qui comptent vraiment comprennent pourquoi elles doivent s'impliquer dans une mission de MRS. Donc, et les pays en développement doivent comprendre pourquoi c'est important pour eux également, de façon à ce que les changements climatiques ne les affectent pas comme on le voit actuellement avec les inondations, les sécheresses, etc. Donc, ces deux secteurs sont importants. Mais j'aimerais faire une mission avec la méthodologie de Madame Matsukato. Donc, je crois que c'est le bon moment de revenir à un point que vous avez évoqué auparavant sur l'état du multiréalisme. Car que l'on ait une discussion au niveau planétaire ou une mission au niveau planétaire pour répondre à certaines questions, il faut alors une approche multilatérale. Donc, quel est à votre avis l'état du multilatéralisme actuellement en général, mais également plus spécialement pour répondre à ces questions dont nous avons parlé jusqu'à présent? Quels sont selon vous les plus grands défis du système multilatéral et que pouvons-nous y faire? Ah bah, tout d'abord, je pense qu'il y a un côté très positif du multilateralisme et c'est que le secrétaire général, Monsieur Antonio Guterres, est particulièrement conscient et engagé sur ce sujet. Et bien entendu, nous avons la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques avec Patricia Espinosa, etc. Et c'est un processus qui est en cours. Mais je pense que le multilatéralisme a une faiblesse, c'est-à-dire que, bon, ok, il est clair que Joe Biden a pris les rênes pour rassembler les chefs des gouvernements, pour qu'ils discutent de ces sujets, mais je dirais que ça ne fait pas encore face aux solutions essentielles. Par exemple, la chose dont nous parlions, vous et moi, avant, est-ce que la MRS peut être une mission ou pas? Est-ce que le monde peut vraiment aller de l'avant en faisant une grande proposition qui s'attaque au défi de l'anthropocène? Vous voyez? Donc, je pense que le système multilatéral et pas simplement la Convention cadre des Nations unies, bien que l'Assemblée générale, bien entendu, ait une place importante, mais il fait également rassembler toutes les agences, par exemple la FAO, l'UNESCO, les meilleurs scientifiques, et il faut que nous ayons un véritable engagement de toutes ces agences à l'égard des solutions et de pas se contenter de faire le diagnostic, mais nous devons vraiment avancer. Et nous travaillons sur ce sujet depuis 30 ans, nous connaissons les problèmes, mais maintenant il faut rassembler autour de la table pour voir ce que sont les solutions et les grandes solutions, il faut voir quels sacrifices elles vont impliquer, quels coûts et les investissements qui doivent être faits. Et je crois qu'actuellement, même si le système multilatéral a une certaine autonomie, il est fondamental que il y ait ce soit un résultat de l'interaction entre les pays. Et le système multilatéral n'est pas simplement la somme des pays. C'est également une question de pouvoir relatif. Ça concerne finalement, c'est une question de pouvoir. Qui a le pouvoir de faire quoi? Et donc, je dirais que cette concurrence acharnée entre la Chine et les États-Unis pour le leadership technologique nous conduit à une situation un peu extrême. Et ce que nous devons faire peut-être est de voir comment on arrive à rassembler ces deux acteurs technologiques très puissants avec l'Europe, bien entendu, l'Europe qui se trouve au milieu d'ailleurs. Et ce qu'il faut avoir, c'est avoir une sorte de pacte mondial qui se profile derrière cet engagement. Il n'est pas suffisant que Joe Biden rassemble tout le monde autour de la table et que John Kerry aille partout un petit peu dans le monde pour s'attirer l'engagement des gens. Il faut quelque chose qui s'apparente plus, je dirais, à un Big Bang, si vous me permettez. Et je crois que le secrétaire général peut nous aider à avoir ce Big Bang, tout d'abord
en rassemblant toutes les composantes du système. Parce qu'à mon avis, actuellement, nous sommes très dispersés. Nous avons le sommet alimentaire, un sommet de la finance. On a trop de sommets. Mais on a besoin d'un qui nous dise, bon, voilà, alors, euh, voilà ce qu'il en est. Nous avons des crises systémiques interdépendantes. Comment peut-on y faire face sérieusement et entièrement? À commencer par les vaccins, par exemple. Et je pense que il y a une grande frustration dans les pays. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les pays en développement sont frustrés avec ce système, avec les Nations Unies. Et nous sommes face à un risque qui compromet en fait notre réputation car les Nations Unies doivent venir dire et non, on ne fait pas les choses comme ça. Par exemple, vous voyez, le programme, le programme des Nations Unies pour l'environnement fait des choses très bien avec le nouveau directeur exécutif qui dit qu'il faut faire la paix avec la nature. Ok, mais comment? Donc, je pense que la pandémie nous a montré qu'il faut vraiment avoir un Big Bang sur ceci. Et je pense que vraiment le temps presse. Donc, l'une des propositions que la C2G peut apporter autour de la table et avec tout d'entre nous, c'est cette approche orientée vers une mission peut-être pour les 7 options, pas simplement pour la MRS et peut-être pas non plus pour les 7, mais il faut choisir peut-être 2 ou 3 mesures qui soient mondiales, car la MRS c'est mondial et les autres sont d'ordre national. Et donc il faut diviser ces solutions qui sont mises sur la table sur la réduction des carbones et dire que voilà, celles-ci vont se faire à une échelle nationale et doivent être prises en main par les gouvernements en termes individuels et puis, il y en a qui sont d'une nature mondiale et il va falloir pour ceci des mesures et une action avec un système multilatéral. Et bien entendu, le G20 peut jouer un rôle très très important. Absolument. Donc, nous avons beaucoup parlé des grandes questions et bien entendu, les défis sont énormes, mais il y a également des solutions qui sont possibles. Mais comment le monde peut-il garder l'espoir dans ce type de situation sans ignorer pour autant la gravité dans laquelle nous nous trouvons et donc tout en maintenant l'espoir dans ces solutions dont vous avez parlé? Comment le faire et comment le faites-vous vous-même qui êtes confronté au jour le jour à cette situation? Eh bien, la chose, c'est que la façon d'apporter de l'espoir, donc, tout d'abord, c'est de dire qu'il n'y a pas d'espace pour le pessimisme. Bien entendu, nous sommes pessimistes, mais il faut maintenir l'espoir. Et je pense que c'est surtout cet espoir repose essentiellement de la nouvelle génération. Et je pense que les jeunes sont bien plus conscients de l'importance de tout cela et des risques qu'ils encourent. Car notre génération, et la mienne, je dis la mienne parce que je suis bien plus âgée que tout le monde ici, eh bien nous avons mal fait les choses et il faut que nous reconnaissions cet échec. Mais maintenant, comment peut-on apporter de l'espoir sur la table? Tout d'abord en rassemblant justement tout le monde autour de la table, car les gouvernements seuls ne vont pas concrétiser tout ceci. Nous avons besoin de la société civile, d'un nouveau pacte social, d'un nouvel engagement social qui doit s'accompagner d'un engagement fiscal à l'échelle mondiale. Car, vous voyez, la question des impôts et des taxes. Donc, il faut avoir toutes ces compagnies multinationales avec nous. Et donc, nous avons besoin de la société civile. Nous avons besoin que les jeunes nous poussent à aller de l'avant, car ce dont nous parlons ici, c'est d'un changement de paradigme de développement, d'un changement de mentalité. Et je pense que la pandémie a été terrible à cet égard, mais parallèlement à cela, elle nous a donné beaucoup de leçons d'humanité, de solidarité, de fraternité, ce qui, en fin de compte, est ce que l'humanité doit faire. Et la seule façon de le faire comme une espèce, hein, car l'autre chose, c'est que nous pourrions tout à fait disparaître. La planète ne va pas disparaître, mais c'est la vie véritablement qui peut partir, comme la biodiversité et même nous, hein. Nous courons ce risque et c'est un risque pour l'humanité. C'est-à-dire que nous pourrions disparaître en tant qu'espèce, nous effondrer. Nous ne voulons pas effrayer les gens, mais il faut que tout un chacun comprenne que nous devons véritablement avancer vers une vie plus inclusive, plus humaine, plus compatible, qui s'écarte de la consommation à outrance
laquelle est notre modèle actuellement. Et je dirais que le modèle capitaliste doit changer. Et je ne parle pas du fait qu'ils doivent changer vers un autre système politique. Ce n'est pas une façon idéologique de penser, mais la mondialisation et la consommation à outrance nous conduisent sur la mauvaise pente. Et les jeunes comprennent ceci. Et d'ailleurs, vous voyez de plus en plus de jeunes qui prennent leurs propres décisions. Il y en a de plus en plus qui sont végétariens. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ils ne mangent pas de viande parce que ils ne veulent pas. Donc, il y a un changement de culture. Et donc, nous puisons dans cette société civile, nous nous appuyons dessus. Et c'est pourquoi nous avons conclu l'accord d'Escazú. C'est pourquoi nous travaillons avec la démocratie environnementale. Et c'est pourquoi nous apportons des informations à la société civile. Les gouvernements, ok. Le secteur public, privé, ok. Mais ils ont tellement d'intérêts personnels que nous devons nous appuyer sur la société civile, qui est un cadre plus civique avec lequel nous travaillons. Donc, c'est pourquoi j'ai travaillé avec la citoyenneté environnementale en essayant de construire une prise de conscience des différents acteurs sur l'importance de toutes ces questions. Merci beaucoup. Et nous allons pouvoir conclure sur cette note d'espoir qui implique les jeunes et la société civile et les autres parties prenantes. Donc, je vous remercie beaucoup, Alicia Varsena, d'avoir participé à cette G Talk. Merci à vous, Janus. Et j'espère qu'un jour, nous allons rendre hommage à Maurice Strong. Et j'espère qu'on le fera ensemble, car je me rappelle souvent de lui et je pense qu'il a véritablement prévu beaucoup de ces choses. Donc j'espère vraiment que nous pourrons, avec la C2G, lui rendre un jour hommage. Eh bien, nous pouvons dédier cette session à Maurice Strong. Ce serait une façon fantastique de conclure. Merci beaucoup, Alicia. Merci, Janusz. J'ai été enchantée moi aussi.